Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui aborde aujourd'hui les enjeux du scrutin présidentiel du 20 mars prochain au Congo-Brazzaville, d'où nous émettons en direct, et également le bilan du processus électoral. Autour de cette table, nous avons trois invités. D'abord, M. Morel Ntalani, qui représente le candidat Mboussi Ngouari, également Vivien Nanango, qui représente le candidat Parfait Kolelas, et puis Juste Modélé, qui représente le candidat Denis Sassou Nguesso. Chers téléspectateurs, je sais que vous êtes toujours en notre compagnie, et vous pouvez nous envoyer vos réactions à l'adresse congo2016@africa24tv.com. Le processus électoral, où est-ce qu'on en est? C'est ce que nous allons aborder tout de suite. Et je vais demander à M. Manangou, alors, quel bilan faites-vous aujourd'hui du processus électoral en cours? Écoutez, il y a des choses que nous avons demandées, que nous avons obtenues. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Par exemple, le bulletin de vote unique, c'est quelque chose qui a été acté. C'est une bonne chose. Pas une bonne chose pour l'opposition ou pour Parfait Kolela, c'est une bonne chose pour la démocratie congolaise. Donc c'est quelque chose qu'il faut reconnaître et saluer. Nous avons demandé qu'il y ait un nouveau recensement, mais dans les délais, c'était difficile à réaliser, il faut le dire aussi. Il y a eu une révision du fichier électoral avec des enrôlements. M. Mandela a souligné l'engouement populaire qui s'est manifesté à cette occasion. Tout ça, c'est très bien, c'est formidable. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, il faut regarder de plus près ce qui va se faire et comment les choses vont se faire. Bon, donc le recensement est terminé, la révision, tout du moins la révision des listes électorales. Les listes n'ont pas toujours été affichées. Dans tous nos meetings, nos électeurs ou nos potentiels électeurs, parce qu'on ne sait jamais pour qui on vote, nos potentiels électeurs réclament le fait que les listes n'ont pas encore été affichées, qu'ils n'ont pas encore reçu leur carte. En même temps, nous voyons dans des télés du type télé Molière, machin, des cartes d'électeurs qui circulent à Kinshasa. Alors, il faut dire des cartes d'électeurs, bien sûr, au Congo qui circulent à Kinshasa. Ça a été brandi sur Molière TV et compagnie. Moi, je veux dire ceci à tout le monde. Moi, j'ai moins de 40 ans, M. Botton, voyez-vous. Pour moi, le Congo est une promesse. Et je sais que c'est valable pour tout le monde, pour tous les Congolais de mon âge, ou même pour les plus anciens. Cette élection, le processus électoral dans notre pays nous a conduit à des travers douloureux dans le passé. Douloureux dans le passé. Donc, je pense qu'il faut, c'est un vrai serpent de mer de notre démocratie. Donc, je pense qu'il faut, toute proportion gardée, que nous revenons à des meilleurs sentiments, en faisant en sorte que la transparence soit au rendez-vous à tous les niveaux du processus électoral. Je disais tout à l'heure que la CENI, censée être indépendante, sur les 23 membres qui la composent, il n'y a que 3 membres de l'opposition. 3. Donc vous voyez bien que cette parité... On reviendra sur cet aspect dans quelques instants. Oui. Prenons les réactions de manière générale. D'abord, M. Ntalani, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont le processus est conduit aujourd'hui? Ne n'oublions pas que la démocratie, c'est aussi l'art du dialogue et de la concertation. Depuis 2011, lors de la concertation de Brazzaville, la Convention des partis républicains a bataillé dur, selon le jargon populaire, pour obtenir un certain nombre de choses. Et nous pouvons aujourd'hui être fiers d'avoir obtenu le bulletin unique. Aujourd'hui, très important. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un système électoral qui permet une certaine transparence. Et il faut ajouter à cela la parité qui existe dans la nomenclature de ceux qui gèrent l'élection. La commission électorale vous l'a dit. Voilà. Vous parlez de parité. Ce que ne semble pas dire M. Non, je crois qu'il y a, Manangou tout à l'heure. Il y a la parité, bien entendu, puisqu'il y a les représentants de la mouvance présidentielle, il y a les représentants de l'opposition qui occupent une place de choix, la deuxième vice-présidence, il y a la société civile qui est représentée, l'administration. Je pense que c'est une élection qui permet une certaine transparence. Mais au-delà des gens qui composent la commission électorale aujourd'hui, il y a des textes qui définissent clairement comment il faut désigner les membres qui composent cette commission électorale. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on trouve qu'il y a 3 membres sur 23? Peut-être M. Mandela a plus d'explications à me donner. Bon, je pense que M. Talani a bien résumé la situation. Il y a la loi du 23 janvier 2016 qui consacre la transparence, l'équité et la liberté. Et cette loi permet aujourd'hui à ce qu'on organise des élections dans une ambiance apaisée. Maintenant, il ne s'agissait pas dans cette loi que tous les partis politiques
y soit. C'est plutôt la loi consacre les familles politiques, à savoir la majorité, l'opposition, les partis du centre et la société civile. Donc, je pense, en ce qui concerne le processus il est transparent. Le processus est tel que aujourd'hui, nous sommes déjà en campagne électorale parce qu'il y a eu une étape de la procédure, à savoir les candidatures. On a 9 candidats aujourd'hui et qui sont en campagne, je tiens à le souligner, et j'espère que ici, en tant que compatriotes, nous allons ensemble dénoncer aussi certaines injonctions qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'il y a un secrétaire national du Parti socialiste français, chargé des affaires extérieures et du co-développement, qui a publié un communiqué disant que au Congo, le Congo était en état de siège, qu'il y avait des candidats dans les geôles, des candidats aux arrêts, qu'il n'y avait pas la circulation libre des candidats. Je pense que c'est ici aussi l'occasion de poser la question aux autres candidats. En tout cas, le candidat, le nôtre, il est en train de se déplacer librement et ça se passe très bien. Et on espère que c'est de même pour, Monsieur Monsieur Mondélé, je voudrais quand même que vous réagissiez sur un point précis. La commission électorale et sa composition aujourd'hui, est-ce qu'elle est paritaire? Sa composition, elle est paritaire. C'est ce que je disais, elle est paritaire, mais la composition n'est pas liée aux partis. Ce n'est pas tous les partis politiques congolais. Je vous rappelle qu'au Congo, il y a une centaine de partis politiques. Ce n'est pas tous les partis politiques Bien entendu, qui sont membres de la CNI. Mais on peut faire les choses de Elle est cette paritaire. manière. La commission, elle est paritaire. Il y a combien de membres de l'opposition aujourd'hui sur les 23 membres, selon vous? Non, mais il ne s'agit pas de savoir il y a combien de membres de l'opposition. C'est-à-dire que la loi prévoit qu'il y ait un président qui est de l'administration, un vice-président de la majorité, un premier vice-président, c'est ainsi de suite. C'est-à-dire que toutes les composantes, on va parler en termes de composantes, sont représentées. Monsieur Manongou, selon quelle arithmétique vous estimez qu'il y a 3 sur 23? Justement, vous savez, ce qu'a dit M. Mondélé tout à l'heure concernant le fameux communiqué me fait penser à Martine Aubry qui disait que lorsque c'est full, c'est qu'il y a un loup. Hein? Et on dit souvent au Congo, le diable réside dans les détails. Monsieur, le deuxième vice-président de la CNI, qui est censé représenter l'opposition, est par ailleurs conseiller du chef de l'État. Il n'y a qu'au Congo où on voit des opposants qui appellent à voter pour le président sortant. Moi, je ne connais pas un pays sérieux où une opposition qui aspire, parce qu'ils ont des solutions, c'est pas parce qu'ils ont des solutions qui veulent arriver au pouvoir pour mettre en place leurs solutions et aider leurs compatriotes, dire « Ah non, le chef sortant est tellement formidable que nous, en fait, on le soutient ». Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire la politique. Est-ce que c'est cela qui fait que vous dites qu'ils sont de la mouvance présidentielle à cause de cette déclaration? Si les partis se réclament être de l'opposition. Oui, mais c'est tout le problème, M. Moton. C'est que nous avons des oppositions. Nous avons des oppositions en réalité. Une opposition, celle qui est censée être la nôtre, nous jugeons la plus légitime parce que elle a affirmé clairement son opposition, responsable parce qu'elle va aux élections, contrairement à ce qui s'est fait dans le passé. Vous voulez dire qu'il y a une ambiguïté dans la position? Il y a une réelle ambiguïté. Et la première ambiguïté, qu'on aurait pu faire l'effort, en plus je pense qu'il aurait été possible pour le chef de l'État de concéder cette affaire-là, c'est le fait que le chef de l'État ait nommé le président de la CONEL. Il y aurait eu moyen de trouver... la CENI, pardon. Merci. Oui, mais vous savez, c'est tellement ils se ressemblent tellement que finalement... le chef de l'État aurait pu concéder cet élément-là. Vous voyez ce que ça fait que le président candidat nomme le chef de la CONEL, le chef de la CENI, juste quelques temps avant de se déclarer candidat. Même si il faut faire confiance à M. Bouka, c'est M. Bouka, même s'il faut faire confiance à M. Bouka, qui est un grand fonctionnaire de la République, ça n'empêche pas le doute sur sa partialité. Et voilà. Et vous savez qu'en droit, lorsqu'il n'y a pas de devoir d'ingratitude, l'histoire a démontré au Congo, ça sème le doute dans l'esprit. Mais entre autres exigences, la création de passer de la CONEL à la CNDI, c'est déjà quelque chose aussi, non? Parce que ça aurait pu ne pas aboutir aussi. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop exigeant? Monsieur Botom, vous savez, nous avons un autre problème, et je l'ai dit dès le départ, c'est que nous vivons dans un régime des apparences. C'est-à-dire que, et c'est dans beaucoup de cas comme ça, nous avons des tests, parfois des tests formidables, et la pratique derrière ne passe pas, ne marche pas. La question le changement de dénomination, à lui seul ne suffit pas. Il faut voir dans la réalité comment la CENI... Je tiens à relever quand même que ça n'a pas été seulement un changement de dénomination. Il y a eu un changement de structure
aussi. Mais la vraie question... De répartition Monsieur aussi. Botom, la vraie question, ce que l'opposition reprochait à la CONED, ce n'était pas sa structuration. C'était la répartition des compétences entre la Direction générale des affaires électorales et la commission censée être indépendante. Voilà la question. Aujourd'hui, la CENI, sur cette question de répartition, il n'y a pas eu véritablement de changement. Merci, M. Manangou. M. Ndaralani, quelle est votre lecture par rapport à ce que prévoient les tests en matière de composition de la Commission nationale électorale indépendante? Moi, je pense Je ne parle pas encore du moment où on a mis des gens à ces postes, la composition basique. Moi, je pense que là-dessus, il y a eu des avancées. J'ai parlé tout à l'heure de la parité. Dans la composition du bureau, on s'est efforcé de telle sorte qu'il y ait toutes les composantes à l'intérieur. Donc aujourd'hui, le problème se résout sur la moralité de la personne que l'opposition affecte à ce poste, que la mouvance affecte à ce poste, que la société civile, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, la moralité de la personne, en ce qui concerne par exemple la nomination du président de la CENI, ne pouvait être fait que par le président de la République. Maintenant, quitte à ceux qui composent ce bureau-là d'être vigilants, puisque les décisions se prennent d'une manière consensuelle. Moi, je pense que le vrai problème ne se pose pas à ce niveau-là. Mais quand un parti se dit je suis de l'opposition, mais dans le même temps, il soutient quand même les actions du chef de l'État, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté dans le cas d'espèce? Je voudrais quand même apporter des éclaircissements là-dessus. Je vous en prie. Il y a des quotas qui avaient été attribués selon la nomenclature de la composition dont on venait de faire allusion tout à l'heure. Oui. Et il y avait des partis, des plateformes qui faisaient partie de l'opposition. Mais il y a eu un moment lorsqu'on affectait des quotas au niveau de l'opposition, il y a des partis qui avaient changé de côté, notamment certains qui étaient à l'opposition, mais par la suite qui ont fait des déclarations en soutenant le président de la République. Du coup, ipso facto, ce sont des gens qu'on a reversés directement dans le compte de la mouvance présidentielle et qui ne pouvaient plus rien exiger du quota qu'on avait attribué à l'opposition. Et ces gens-là n'ont jamais été pris en ligne de compte. Merci. Monsieur Mondele, je voudrais bien vous passer la parole, mais permettez-moi de revenir à monsieur Manangou. Mais dès qu'on gère un pays et avec autant de transfuges, est-ce que ce n'est pas difficile, après, de pouvoir répartir les choses correctement? Est-ce qu'il faut jeter la pierre à celui vers qui on a migré, en fin de compte? Mais, vous savez, je ne jette la pierre sur personne. Ah oui. Non, je ne jette pas... Non, monsieur Botom, je ne jette la pierre sur personne. Mais quand vous dites que la commission électorale n'est dépendante que de nom, parce qu'il y a 3 membres de l'opposition sur 23, mais il va falloir bien savoir comment ça s'est fait que ce soit comme ça. Bien entendu, lorsque l'on vous vend une commission indépendante, présumée indépendante, paritaire, et qu'à la fin vous êtes 3, la parité est où? Voilà la question. Mais il va falloir qu'on sache la connotation que nous voulons donner au mot paritaire. Oui, parce que dans le cas d'espèce, on ne va pas dire qu'il y aura 11 membres d'un côté, 12 d'un côté, et ce n'est pas le cas. Il faut voir quel a été l'esprit. Lorsqu'on a initié les commissions indépendantes en Afrique, quel était l'esprit de ces commissions? Ça date des années 90. Lorsqu'on a initié ces commissions, c'est parce qu'on était parti du principe qu'il y avait toujours des problèmes avec l'organisation administrative des élections. On s'est dit, il faut donc des commissions où il y aura de manière égale la société civile, l'opposition et la majorité. À partir de là, les élections seraient peut-être transparentes. Voilà l'idée. Donc lorsque vous arrivez à un 23, nous sommes loin de cet esprit-là. Je jette la pierre sur personne. Je constate. Peut-être que M. Mondele nous dira un peu comment ça se passe pour qu'il y ait autant de transfuges et que ces transfuges-là vont d'un seul côté. Est-ce qu'il y a une magie que vous faites qui attire les gens? Monsieur Mondele, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Merci. Bon, déjà de rappeler que la commission, elle est totalement paritaire. Et puis, écoutez, je ne vais pas organiser un débat sur l'opposition ici, d'autant plus que le candidat, monsieur Kolela, était bien de la majorité présidentielle. Donc, si un homme adhère à un projet, parce que le but de l'élection présidentielle, ce n'est pas de convaincre seulement dans sa famille politique. C'est de ratisser large, et c'est le cas, c'est ce que fait le président Denis Sassou Nguesso. Il a un projet et il a un bilan, puisqu'on parlait ici de la paix sociale. Dans ce pays, vous savez, ce fut un temps où on restait 15-20 mois sans salaire.
Non, à 3 000 non, 3 000 milliards. s'il vous plaît. Je voudrais que M. Mondélé se concentre beaucoup plus sur l'aspect, sur la composition de la commission électorale. Je me concentre là-dessus, parce que la commission électorale, elle est indépendante, elle est paritaire. Je pense que vous avez suivi les deux représentants de deux candidats qui sont de l'opposition, qui vous disent que la commission, elle est déjà représentative, puisqu'ils sont dans la commission. Maintenant, s'ils ont un débat interne à savoir est-ce qu'il y a des vrais opposants, est-ce qu'il y a des vrais faux opposants, ça, ce débat, je ne peux pas le faire ici avec vous. Mais par ailleurs, je tiens tout de même à souligner que vous m'avez posé une question sur les transfuges. Je dis, l'élection présidentielle, c'est une élection qu'il faut ratisser large, il faut aller au-delà des familles politiques. C'est ce que fait le candidat Denis Sassou Nguesso. Il a un bilan, d'où je rappelais, puisqu'on parlait de la paix sociale entre-temps, que dans ce pays, parfois, il y a eu des moments où les salaires étaient rares, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des meilleures conditions d'organisation des élections aujourd'hui. CBT a posé les jalons. La CNI, elle est là, elle est une réalité. Le processus est en cours et le processus, je pense que tout le monde est d'accord sur la qualité de l'organisation. Après, les questions des hommes, vous savez, il ne faut pas faire le procès d'intention. Laissons évoluer les choses. Parce que le processus, il est à la fois préélectoral, électoral et post-électoral. Laissons faire les choses, mais tel que c'est organisé, avec la parité, nous pensons qu'il n'y a aucune raison que les choses ne se déroulent pas très bien jusqu'à la fin. Monsieur Ntalani, parlons un peu du fichier électoral actuel. Quel regard portez-vous là-dessus? Il vous satisfait? Dire satisfait, ça serait faux. Tout simplement parce que, en ce qui concerne la revision d'abord des listes électorales, les dispositions qui ont été prises ne permettaient pas d'abord à certaines familles de se déplacer facilement, tout simplement parce que les zones d'enrôlement ont été tellement éloignées des quartiers. Il y a eu des négociations qui avaient été faites de telle sorte qu'on ajoute les points d'enrôlement. Et en ce qui concerne les cartes d'identité nationale, là aussi c'est une casse-tête. C'est une casse-tête parce qu'il y a également des préférences. Je ne peux pas garantir que le fichier il est assez fiable. Je ne peux pas garantir. Monsieur Manango. Monsieur Dialani, pour une fois nous sommes d'accord. Les fichiers, j'espère qu'il y en aura d'autres. Le fichier électoral, il faut déjà commencer par saluer le fait qu'il y ait eu une révision des listes électorales. C'est quelque chose qu'il faut saluer, c'est une bonne chose. Bon. Mais le problème, c'est que, et c'est d'autant plus une bonne chose qu'on a vu l'engouement populaire que les révisions ont suscité au Congo et partout. Bon. Quant à la fiabilité du fichier, cette fiabilité-là ne sera avérée que lorsque nous aurons toutes les listes affichées et que nous vérifierons que toutes les personnes qui se sont déplacées se faire enrôler sont bien présentes sur les listes électorales et ont bien reçu leur carte d'électeur. Or, aujourd'hui, force est de constater que ces éléments-là, les éléments que je venais d'évoquer, ne sont pas encore réalisés. Donc, ce serait un peu anticipé que de dire... Vous ne vous attendez pas à la perfection quand même. Non. On refait un autre fichier électoral. Mais 8%, on est un peu toiletté aujourd'hui. 8%, monsieur Boton, 8% nous a dit la CENI. Ça veut dire que nous attendons à ce que, pour nous donner un satisfecit à cette affaire, il faut qu'on soit autour au moins de 7,7% des gens qui retrouvent leur nom. Si de 8% se retrouve à 1% des gens, ou 1,5% des gens dont les noms figurent sur la liste électorale, ça sera un fiasco. M. Mondélé ne dira pas le contraire. Parce qu'il y a des militants aussi du président de la République qui se sont fait enrôler. Donc cette affaire ne concerne pas que l'opposition, ça concerne tout le monde, j'imagine bien. C'est une affaire nationale. Voilà. La campagne électorale se poursuit ici au Congo, d'où nous émettons en direct. Les candidats sont sur le terrain. Nos reporters ne sont jamais loin. Regardez le compte rendu à travers ce journal de campagne, journal présenté par Paul de Singui. Bienvenue dans ce journal de campagne, 4e jour de campagne électorale pour le candidat Denis Sassou Nguesso. Le président sortant s'est rendu ce 8 mars à Wesso, au nord du Congo. Les détails avec notre envoyé spécial, Jacques Amboka. La ville de Wesso, chef-lieu du département de la Sanga en République du Congo, a vibré ce mardi 8 mars 2016 au rythme de la campagne présidentielle du candidat Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a choisi le département de la Sanga pour son 4e jour de campagne.
Le président sortant a parlé, comme partout il est passé, de la paix, facteur de tout développement, et de la nécessité de la diversification de l'économie. Je parle de l'agro-industriel de noix de palme, des minerais de fer et autres richesses doivent être exploitées afin que notre économie ne reste pas à la traîne de pétrole qui, quand le prix baisse comme actuellement, on commence à se lamenter. Avec le même slogan, plus loin ensemble, le militant de la majorité présidentielle adhère au programme de Ochombe, comme l'appellent ses sympathisants, qui croient à une victoire de leur candidat dès le premier tour le 20 mars 2016. Nous sollicitons votre appui pour que nous gagnions l'élection afin que nous continuions la réalisation de ce programme qui vient de la Nouvelle Espérance en passant par le chemin d'avenir jusqu'à ce programme que nous appelons la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble. Ça veut dire que nous tous allons que de l'avant pour le développement du pays. Il y a un mois, Denis Sassou Nguesso a inauguré dans ses départements, en tant que président de la République, la route Keita-Sembe. Ce mardi 8 mars, Denis Sassou Nguesso est venu non pas en tant que chef de l'État, mais plutôt candidat à ses postes. Il dit solliciter le vote de la population de Wesso afin de lui permettre de continuer l'œuvre du développement. Le candidat indépendant Okombi Salissa était en meeting ce 9 mars dans le 2e arrondissement de Brazzaville. La jeunesse est au centre de ses priorités. Suivez le reportage de Deva Panzo. La voix du peuple, c'est la voix de qui? La jeunesse au cœur de l'action publique. C'est le message qu'Okombi Salissa a adressé lors du meeting qu'il a tenu ce mercredi 9 mars dans le 2e arrondissement Bakongo. Okombi Salissa a promis d'agir en faveur de la jeunesse dès la première année de son mandat s'il est élu président de la République. Pourquoi le candidat de la jeunesse? Parce que tout mon programme se focalise autour de la jeunesse. Toute mon action sera de mettre la jeunesse au cœur de l'action publique. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est la force dynamique, c'est la grande énergie, sans laquelle on ne peut pas construire la maison Congo. Parce que la jeunesse, dans tous les pays, pour se développer, il faut la force productive. La jeunesse symbolise la vraie force. Okombi Salissa a également encouragé la retraite politique afin de permettre aux jeunes de prendre le relais. Les jeunes ont réclamé l'emploi et l'amélioration des conditions d'études. Les jeunes étudiants, nous voulons des études dans de bonnes conditions. Déjà, au Congo, c'est un pays, comme les gens le pensent, un pays qui est rongé par la corruption. Même au niveau des universités, c'est la corruption. Aujourd'hui, là, les études au Congo sont bafouées dans le sens où, quand vous trouvez des diplômes, vous restez à la maison, on ne prenne pas soin de vous. Le 20 mars 2016, le peuple doit sanctionner le président Sassou, a ajouté Okombi Salissa. Il a fustigé la lenteur de distribution des cartes électorales. La majorité présidentielle peaufine sa stratégie en vue de la présidentielle du 20 mars prochain. Les porte-paroles du candidat Denis Sassou Nguesso se sont réunis ce 9 mars à Brazzaville. Ils avaient un objectif, faire connaître le projet de société de leur candidat. Viviane Baoken. Le président sortant Denis Sassou Nguesso fait entendre sa voix à Brazzaville. C'était à la faveur d'une rencontre avec la presse organisée ce jour par les porte-paroles du candidat de la majorité présidentielle. Il était question pour ces orateurs de transmettre au Congo la vision de développement que prend le président sortant Denis Sassou Nguesso. Une vision qui consiste aujourd'hui à développer des nouveaux pôles de croissance économique afin de corriger l'impact trop précassant du pétrole dans l'économie du Congo. Il s'agit d'industrialiser par l'agriculture, d'industrialiser par l'exploitation minière, d'industrialiser par l'exploitation des produits de la forêt, d'industrialiser par tous les autres secteurs qui, parce qu'il y a de la transformation, ajoutent une valeur à nos produits pour permettre à notre produit intérieur brut aussi de se diversifier, c'est-à-dire à la création de nos valeurs ajoutées de se diversifier. Les nouveaux axes de développement que Denis Sassou Nguesso entend mettre en œuvre concernent aussi la mise en place des infrastructures adéquates sur le plan éducatif. Un accent sera mis sur la formation professionnelle avec la création des institutions universitaires adaptées aux exigences de développement du Congo. En ce qui concerne l'auto-emploi des jeunes, le candidat de la majorité présidentielle promet la mise en œuvre des structures d'accompagnement
dans ce sens. Et pour que l'accès à l'emploi des jeunes soit facilité, y compris pour ceux qui rêvent de s'installer à leur propre compte, le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, la marche vers le développement, prévoit d'installer dans tous les districts et communes de notre pays ce que l'on appelle les incubateurs. Les incubateurs, ce sont des petites structures publiques qui appuieront, accompagneront, conseilleront et aideront financièrement les jeunes qui voudraient lancer leur propre petite entreprise agricole, piscicole, artisanale ou de services. Le projet de société La Marche vers le développement que propose le candidat de la majorité présidentielle est en effet la continuité d'un long chantier de développement entrepris depuis son accession à la majorité suprême du Congo. De notre pays. À présent, Viviane Baoken vous dresse le portrait de Claudine Mounari, la seule femme candidate à la présidentielle du 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville. Engagée vers la course à la présidentielle du 20 mars 2016, Claudine Mounari Mabonzo veut centrer ses actions sur la gestion transparente des finances et l'éducation nationale à travers la formation professionnelle des jeunes. Femme politique et économiste de formation, elle a occupé des postes importants dans l'administration du Congo-Brazzaville. Première femme congolaise directeur du cabinet du chef de l'État sous le régime de Pascal Lissouba et ministre du Commerce et des Approvisionnements pendant 6 ans dans le gouvernement du président Sassou Nguesso, Claudine Mounari ne redoute pas la frayeur des hommes qui l'opposent à la présidentielle. J'ai servi loyalement le président Lissouba parce qu'il avait à cœur de bâtir ce pays, parce qu'il avait à cœur de travailler pour son pays. Je l'ai fait. Quand le président Sassou m'a fait l'honneur de me demander de travailler avec lui, j'ai posé seulement une question. J'ai dit, Monsieur le Président, j'espère que c'est la priorité au Congo. Née à Porto Novo en 1954, Claudine Mounari est une fervente militante de la cause des femmes. Pour encadrer ses combats en faveur de l'autonomisation de la gente féminine congolaise, elle crée l'association Femmes 2000, une ONG qui a pour but de favoriser l'augmentation des femmes dans les prises de décision. Si je me présente à la candidature à la magistrature suprême, qui est le poste le plus élevé, c'est pour montrer à toutes les femmes congolaises que n'ayons peur de rien. Nous pouvons tout faire, peut-être même mieux que les hommes. Députée de la Nation, elle a été deuxième secrétaire à l'Assemblée nationale de 2007 à 2009. Aujourd'hui, à la tête du mouvement pour l'unité et la solidarité, le travail, MUST, Claudine Mounari compte faire prévaloir ses atouts politiques durant cette campagne électorale afin de siéger au Palais du peuple de Brazzaville. C'est la fin de ce journal de campagne depuis Brazzaville au Congo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition.